Oleg de Normandie sur Alexis Seydoux. Est-ce un historien ou un terroriste intellectuel ? Nous répondons par ce bref papier à Alexis Seydoux, dont nous allons tenter de prouver qu'il n'est qu'un pseudo-historien, mais un véritable inquisiteur et un terroriste intellectuel qui pense pouvoir impressionner tous les historiens diplômés qui souhaiteraient éventuellement soutenir mes théories. Alexis Seydoux défend la même version de l'histoire qu'Adolf Hitler. Nous n'avons rien contre la critique, au contraire, nous nous nourrissons de toute critique véritable et l'accueillons avec respect et curiosité bienveillante. Cependant, nous ne pouvons tolérer la diffamation et le harcèlement que nous subissons de la part d'Alexis Seydoux, qui s'acharne à désinformer sur notre personne et sur notre travail. La méthode critique d'Alexis Seydoux n'est pas scientifique. Alexis Seydoux ne fait que déformer mon travail. Il occulte mes raisonnements et mes principales preuves. Il se focalise sur ma personne à laquelle il a déjà consacré 7 publications sur Academia. À chaque fois, l'accusation et la diffamation sont utilisées à mon encontre. Chaque fois, il biaise mon analyse, il tourne les choses de manière à attaquer ma personne. En ce sens, son travail n'est pas scientifique, mais invectivant et accusateur. Il sert un intérêt politique. Il ne fait que répandre le mensonge. Il déforme mon travail et ma personne, publication après publication. Il est en train de construire un autre moi, une autre version de mon travail. Il m'accuse de nourrir des idéologies politiques. Là encore, il y a inversion accusatoire, car c'est lui qui reprend systématiquement une vision et une rhétorique politique en employant les mots suprématiste, antisémite et racialiste. Pourtant, force est de constater qu'il s'agit là de pure calomnie et donc, en ce sens, d'actes répréhensibles par la loi, d'autant que ces calomnies sont répétées. Alexis Seydoux profère des accusations mensongères pour répandre la terreur et annihiler le débat. Quand on est battu sur le terrain des arguments, on attaque la personne. Le problème, c'est que ce pseudo-scientifique, mais vrai politique, attaque en dessous de la ceinture de manière illégale. Alexis Seydoux me harcèle. Il passe ses journées à mes pieds sur les réseaux sociaux, venant jusque sur ma page Facebook pour m'insulter. Alexis Seydoux incite à la haine contre moi. Là où Alexis Seydoux emploie une méthode de terroriste intellectuel, c'est qu'il associe l'idée purement intellectuelle et basée sur des faits à des courants de pensée politique condamnables, répandant ainsi la menace et la peur sur les penseurs, criminalisant la pensée. En ce sens, Alexis Seydoux est un inquisiteur. Alexis Seydoux est en mission de destruction et l'être humain que je suis n'a aucune valeur pour lui. Il se comporte comme un véritable fasciste en mission d'extermination des mauvais penseurs. Nul doute qu'il m'enverrait au bûcher si les lois le lui permettaient. La version que défend Alexis Seydoux, même si c'est l'histoire officielle, est une version faite de propagande haineuse, prosélyte, anti-païenne et antidémocratique de premier ordre. Un historien, comme un journaliste, a un devoir moral d'investiguer, de remettre en cause, de chercher la vérité. C'est ce que je réalise depuis plusieurs années. À titre personnel, pour revenir aux méthodes déloyales employées par notre adversaire, si nous n'avons guère le temps ni les moyens illimités de son équipe pour démarrer une action en justice, néanmoins c'est une option sur laquelle nous sommes obligés de réfléchir en espérant ne jamais avoir à s'en servir. Sur ce, je vais reprendre mon travail d'historien vidéaste, un travail que ce monsieur Seydoux aimerait que j'arrête. Tel est l'objectif de cet homme en mission. Eh bien le bonjour, vous venez d'écouter des extraits choisis dans un texte écrit par Oleg de Normandie, qu'il a publié sur Academia. Alors, qui est Oleg de Normandie? Voici comment il se présente. Historien référent, scénariste, monteur, créateur de visuels, auteur et réalisateur.
Oleg de Normandie est un ingénieur diplômé autodidacte. Il s'est reconverti et s'attache depuis quelques années à dévoiler la vérité sur notre histoire. Il a notamment édité les livres Notre-Dame d'Odin et Le secret de l'Atlantide. Oleg de Normandie est avant tout un youtubeur. Il est à la tête de 2 chaînes de TV, Pagan TV et Pagan TV 2. Oleg de Normandie, c'est aussi l'esprit viking. Alors ce montage photo, enfin tous les montages photos que vous allez voir, c'est pas moi qui les ai faits, ils arrivent directement du site d'Oleg. Donc l'esprit viking et la méthode viking. Alimentation bouddhique, exercice naturel, mode de vie libre, être sec et musclé vrai, rajeunir, méditer, travailler sur soi, l'histoire des ancêtres, sur les ancêtres qu'on va aborder tout à l'heure avec Alexis. L'esprit des Vikings, c'est aussi le retour des vertus viriles. C'est l'alimentation virile. C'est aussi des ventes de bijoux, des ventes d'objets déco, des DVD et même de l'alcool. Pour soutenir l'esprit viking, ça c'est facile, il y a différentes plateformes. Oleg de Normandie est aussi un être, comme tout bon chercheur alternatif, un être censuré. Enfin, c'est un être qui confond débunkage et censure. Sur les chaînes d'Oleg de Normandie, on trouve tout sujet, même la vie de Jésus. On retrouve chez Oleg de Normandie ce qu'on retrouve chez d'autres chercheurs alternatifs, enfin chez d'autres pseudo-chercheurs, cette confusion entre mythe et réalité. Par exemple, le cinéma. On nous parle souvent de Matrix. Par exemple, avec cette pilule verte et cette pilule rouge dont j'avais parlé dans l'épisode 3 ou 4 sur le maître. Oleg de Normandie, c'est aussi des vidéos sur n'importe quel, mais vraiment n'importe quel sujet. Tout est bon à faire des pubs. Oleg de Normandie a réalisé des films, dont un qui s'appelle Le Message des Pyramides, film qui contredit tous les autres chercheurs alternatifs. Mais comme d'habitude, ça ne dérange absolument personne. Donc voilà, Oleg de Normandie, la vérité pour tous. Et je vais commencer avec ma locution latine, argumentum ad hominem. Il s'agit d'un argument rhétorique qui consiste à confronter son adversaire en lui opposant ses propres actes ou propres paroles contradictoires. En quelques mots, c'est celui qui dit qui est. Et c'est parti pour la première partie que j'ai intitulée Oleg de Normandie, la vérité si je mens. Eh bien, bonjour William, très ravi d'être ici et de parler effectivement de la méthode viking et des vikings selon Oleg de Normandie. Il y a pas mal à en dire, on va essayer d'être court et incisif. Ouais, alors ce papier, je ne sais pas comment l'appeler parce que c'est... Moi quand je l'ai lu, j'étais entre les pleurs, la rage, enfin vraiment j'étais émotionnellement très touché par ce qu'il a écrit parce que je te connais un petit peu plus que lui en tous les cas parce qu'on a discuté quand même pas mal et c'est à l'opposé de ce côté en fait. Enfin c'est la vision que j'ai, je me trompe peut-être mais je ne pense pas. Alors il a suite aux articles que tu as écrits sur lui, donc je ne sais pas exactement, il y en a 6 ou 7 ou 8 maintenant. Alors, il y en a une première série de, alors que je dis pas de bêtises, de 6 et une autre série de 3 dont le dernier va être publié bientôt. Il est en cours de finition. En fait, ces articles concernent non pas Oleg de Normandie lui-même, mais bien sûr les idées qu'il défend, spécialement dans 2 films. Le premier qui s'appelle Esclave viking contre Dinard et qui parle en gros, qui lui évoque la traite des Blancs, évidemment scandinaves, qui serait vilement vendue dans le monde musulman espagnol du 8e, 9e, 10e siècle. Et le second, c'est sur Notre-Dame, les Templiers, et en gros c'est sur les cathédrales, les Templiers, les Vikings, c'est les deux gros opus qu'il a sortis. Il en a sorti encore un dernier sur Jeanne d'Arc et les Valkyries, sur lequel je reviendrai, mais il y a encore moins à dire. C'est dans ces opus, en gros, il défend les 3 thèses suivantes. La première, centrale, c'est qu'il y a une civilisation qu'il appelle celto-viking. Alors, ça ne veut rien dire, les Celtes et les Vikings, c'est 2 groupes
culturels totalement différents, hein, dans le temps, dans l'espace et dans la culture. Donc ce grand groupe celto-viking défendrait la civilisation et la religion primordiale, hein, qui serait une religion païenne. Bon, très bien. Alors même chose, il n'y a pas de rapport entre les deux. Ça, c'est le premier argument. Le second argument, c'est que cette civilisation a été combattue par les méchants romains catholiques, hein, et il fait une liaison entre Rome, l'Empire romain, l'Église catholique, qui aurait lutté contre ces derniers, puis qui se serait éclipsé face aux Germains, mérovingiens et autres Visigoths qui auraient lutté contre eux, et qui auraient repris la main sous les Carolingiens, qui auraient repris l'ensemble et qui auraient à ce moment-là déporté des Germains comme esclaves. Et puis la troisième hypothèse qu'il met en avant, c'est que les gentils vikings seraient arrivés par le nord, auraient lancé une croisade, alors vous mettez des guillemets partout, hein, pour libérer les celto-germains de l'esclavage, et auraient en même temps colonisé l'Amérique du Sud pour rapporter plein d'argent et construit les cathédrales gothiques, hein, que les cathédrales gothiques, on se demande aussi pourquoi, qui seraient, selon l'Aigle de Normandie, des lieux de culte à la fois chrétiens, mais surtout païens, avec des symboles d'Odin partout. Donc c'est ces trois thèses-là que je réfute dans les articles. Et comme c'est un millefeuille de bêtises et d'erreurs non sourcées, eh bien ça prend 9 articles, d'écriture. Alors il faut quand même que tu précises pour les gens qui ne connaîtraient pas ton travail, que tu es quand même historien diplômé et ta période d'études, ça a été justement cette période-là. Alors c'est absolument ça. Moi je suis historien archéologue, donc je travaille sur le bâti médiéval, donc la construction des cathédrales, des églises romanes, gothiques, pré-romanes, etc. C'est ce que j'ai étudié en archéologie essentiellement. Et en histoire, ma spécialité, c'est effectivement le haut Moyen-Âge, donc cette période-là. Donc, notamment les Mérovingiens, les Carolingiens et après. Et donc évidemment, et je travaille encore dessus, hein, je fais de la recherche dessus, je suis en thèse sur cette question-là, notamment sur des sujets qu'aborde Oleg de Normandie, comme la ville de Narbonne ou la relation entre les Carolingiens et les musulmans. Donc c'est mon cœur de recherche complet. Enfin, je passe mes journées à travailler là-dessus, donc sur les sources écrites, sur les sources matérielles, évidemment, que je connais assez bien. Donc, Oleg, lui, est sûr, enfin, dans ses articles, dans ses vidéos, il est sûr de dire la vérité. Alors, comment on se situe quand on est internaute, qu'on regarde ces vidéos, en disant, de toute façon, moi, je connais toute la vérité, j'ai des sources, machin de vidéo, et quand on lit un article d'Alexis, comment on peut juger qui dit vrai? C'est quoi la vérité? Déjà en histoire, on en a déjà parlé, c'est quoi la vérité? Ouais. Mais je pense qu'un petit rappel va faire du bien ce matin. Tout à fait. Alors d'abord, il n'y a pas de vérité. En science, en général, il n'y a pas de vérité. En histoire, il n'y a pas de vérité. Il y a des propositions que l'on tient pour vraies jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, elle peut arriver parce que on a découvert une nouvelle source, on a découvert un nouvel élément, on s'est rendu compte que la source qu'on avait exploitée, on l'a mal exploitée. Donc, il n'y a pas de vérité. Le terme de vérité est un terme qui est totalement banni en histoire. Voilà. Il y a des connaissances que l'on tient pour vraies et que l'on soumet au jugement des autres chercheurs. Par exemple, dire que la société viking, c'est un argument qu'il a, est une société sans esclaves, il dit c'est la vérité, je le sais parce que voilà, il n'avait pas d'esclaves, bon, sans s'appuyer sur aucune source, on est là dans un mensonge au sens strict du terme. C'est-à-dire que non seulement il n'a aucune source pour appuyer son hypothèse, voilà, c'est une hypothèse, hein, mais en plus, il affirme ça comme une vérité absolue, intangible. Or, la vérité, c'est pas pour les scientifiques, c'est pour les croyants. Si on est croyant, la vérité, c'est que Dieu existe, par exemple, hein, pour les croyants chrétiens. C'est une vérité, elle n'est pas démontrable, mais on la tient pour une vérité absolue. Hein, voilà. En histoire, il n'y a pas de vérité absolue, hein, encore une fois. On n'a que des arguments que l'on apporte, que l'on appuie sur des sources et que l'on tient pour vrai, parce qu'on peut les appuyer sur des sources. Mais si des sources contradictoires disent le contraire, eh bien ce paradigme, hein, cette connaissance vraie, elle est réfutée. Et des réfutations en histoire, on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On change de paradigme de manière continue. Par exemple, pendant très très longtemps, on a dit « les Vikings, c'est des païens barbares, terrifiants, ils terrifiaient tout le monde, en plus ils sont arrivés en très très grand nombre, ils ont tout rasé, etc., etc. » Puis on s'est rendu compte qu'en réalité, les sources qui parlent de ces raids vikings, c'est des sources essentiellement écrites par des gens qui ont subi les attaques vikings.
donc qui ont amplifié l'attaque Bien viking. sûr. Hein. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, ils n'étaient pas si nombreux que ça, que des raids vikings, en général, les premiers, c'est 5, 6 bateaux, voilà, donc à 40 hommes par bateau, hein, ça fait tout de suite 200 hommes, hein, c'est beaucoup moins que 20 000 hommes, hein, voilà, et qu'en réalité, il y a une amplification. Et que les dégâts, entre guillemets, entraînés par les vikings, ils sont parfois importants, mais ils sont ultra localisés. Hein, que la présence est ultra localisée. Donc voilà, un paradigme qui a changé. On est même passé à un moment, un paradigme qui était, en fait, les Vikings ne sont pas si méchants que ça. La plupart du temps, ils font du commerce et ils font assez peu de raids. Voilà. Donc voilà comment on évolue. Et puis on a relu encore les sources. Par exemple, on a une source qui est tout à fait centrale, qui s'appelle les Annales de Saint-Bertin, qui raconte très très bien les opérations des Vikings en Gaule mérovingienne, Gaule carolingienne au IXe siècle, hein, qui nous permettent de bien suivre les évolutions et de se rendre compte qu'effectivement, en gros, c'est des mercenaires qui cherchent à faire des raids sur les endroits les plus faciles pour piller et rançonner les populations. Donc, voilà, on évolue sur les choses. Donc une connaissance dite pour vraie il y a une centaine d'années, aujourd'hui, elle a été modifiée et elle a été changée par un nouveau paradigme. Voilà. Ouais. On se fie toujours sur les écrits, évidemment, sauf que il y a jusqu'à à peu près une cinquantaine d'années, on prenait les écrits pour vrai ou faux. En gros, on disait, voilà, ce que dit cet écrit-là, on peut le vérifier ailleurs, donc ce qu'il dit c'est vrai, et je ne le mets pas trop en doute, voilà. Et en revanche, ce qu'il dit un tel, il y a plein de trucs qui sont faux, donc ça ne fonctionne pas. Bien, on faisait un peu la partie en disant, ce qu'il dit sur ça c'est vrai, ce qu'il dit sur ça c'est pas vrai. Maintenant, et depuis en gros une grosse trentaine, quarantaine d'années, on essaie de se dire que tout écrit est subjectif. Absolument, parce que simplement, le point de vue de celui qui écrit est particulier. Si c'est un moine qui s'est fait piller par les Vikings qui écrit, il va dire « Oh là là, mais ces Vikings païens, ils sont horribles, ils respectent rien, ils ont emmené l'abbé, ils ont tué trois moines en les égorgeant de manière atroce, etc. etc. » Évidemment, si l'écrit émane d'un chef de guerre viking, il va dire « Oh là là, génial, j'ai pillé ces lâches de moines qui étaient vraiment tous nuls, ils se sont tous mis à genoux devant moi tellement je suis puissant. » Donc voilà, on sait qu'il y a un point de vue. Et évidemment, l'historien va comprendre ce point de vue et va relativiser la connaissance qu'il a par rapport à ce point de vue. Et ça nous modifie beaucoup les choses. Et on fait très attention à ça. Hein. On appelle ça le linguistic turn, hein. C'est de bien prendre le point de vue de l'auteur pour relativiser l'écrit que l'on traite. Il se base sur quelle source, en fait, Oleg de Normandie ? Il y a des sources, des bouquins, je pense. Il y a deux sources. Il y a deux choses. Il se sert de très peu de sources. Ce que j'entends par source, c'est des écrits et ou des pièces qui ont été produites à l'époque mises en avant. Les sources, il les connaît très très peu. Il sort quasiment toujours la même, hein, qui est un écrit de Raoul de Glaber, hein, qui parle de Hastings, hein, qui est un viking qu'il aime beaucoup parce que ce serait un viking franc, un viking gaulois. Alors, on peut revenir dessus, mais ça n'a pas de sens. Mais il s'appuie sur très très peu de sources au sens strict du terme. Hein. Il ne les connaît pas. Par exemple, je suis quasiment persuadé qu'il n'a pas lu les Annales de Saint-Bertin, je les ai cités avant, qui pourtant décrivent très très bien ces raids vikings, ou les translations des moines de Noirmoutier qui racontent les attaques des vikings sur les îles de Noirmoutier. Bon. Il s'appuie en revanche sur quelques études. Donc, une étude, c'est un produit fait par un historien ou quelqu'un d'autre, qui s'appuie sur des sources, directement s'appuie sur des sources, hein, mais qui est une synthèse, qui est déjà un travail de réflexion à partir des sources. Et en gros, il s'appuie sur quelques études qui sont très 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 marquées. En gros, pour cette période-là, il s'appuie sur, alors pour tout ce qui est viking en Amérique, sur Jacques de Mayeux et Thierry Wirth, qui ne fait que plagier Jacques de Mayeux, hein, et puis sur un autre écrivain qui s'appelle Maurice Erwin Guignard, hein, qui lui a inventé des sources, hein, il a forgé des sources, hein, donc ça c'est pour la partie cathédrale, etc. Et pour la première partie sur esclaves contre vikings, il s'appuie essentiellement sur une juriste colombienne, Amelia Uribe, qui a écrit sur l'esclavage, hein, elle est colombienne d'origine, elle écrit sur l'esclavage, plutôt sur l'esclavage de la période atlantique, hein, c'est-à-dire 15e siècle et jusqu'au 19e siècle, hein, mais qui a une petite partie sur la période antique, hein, et qui, elle, va croiser un certain nombre d'autres ouvrages. Donc lui va prendre les ouvrages qu'elle utilise. Hein. Par exemple, il cite
un auteur qui s'appelle Charles Verlinden, qui est un auteur belge qui a écrit sur l'esclavage au Moyen-Âge. Le premier volume est sorti en 1955, hein, c'est-à-dire il y a très très longtemps. Et puis il va récupérer chez Édouard Perroy, chez Jacques Herz, qui sont des médiévistes, hein, mais ce sont des historiens qui sont déjà très anciens. Édouard Perroy est mort en 1974. C'est un spécialiste du monde carolingien. Ce qu'il a écrit il y a 50 ans a perdu beaucoup de sa valeur, parce qu'on a travaillé très différemment, on a de nouvelles sources, on a travaillé très différemment là-dessus. Hein. Jacques Herz, même chose. Hein. Il cite par exemple, il met en avant deux auteurs, Jacques Herz dont je viens de parler, et un autre auteur qui s'appelle Maurice Lombard, en disant c'est les grands spécialistes des marchés, enfin des esclaves blancs au Moyen-Âge. Et c'est faux, c'est absolument pas vrai. Jacques Herz, c'est un spécialiste des villes du Moyen-Âge. Alors, il parle du commerce, hein, évidemment, hein, et Maurice Lombard, c'est un spécialiste de l'islam du Moyen-Âge. Hein. Son ouvrage principal s'appelle L'islam dans sa première grandeur. Hein. Et évidemment, il parle des marchés commerciaux dans lesquels il y avait des esclaves, mais c'est pas du tout un spécialiste de l'esclavage. Donc voilà, en gros, il se sert quasiment de pas de source et de quelques auteurs qui sont soit non légitimes parce qu'en dehors du sujet, soit très anciens, donc c'est très très loin de la réalité. Ouais, c'est exactement la même logique que les autres pseudo-chercheurs en fait. Ils s'appuient sur des sources complètement erronées qui ont déjà 30 ans, 50 ans, 70 ans, voire plus. Voire plus. On a parlé dans l'histoire du maître, voilà, c'est ça. Qui ont déjà 200 ans, quoi, qui sont encore des références pour ces gens-là, c'est hallucinant. Alors, qui sont des références pour ces gens-là, je reviens sur Oleg de Normandie, qui sont des références, mais qu'il n'a pas lu. C'est-à-dire qu'il a pris les extraits qui sont dans les autres. Hein. Édouard Perroy, moi je le connais, le bouquin, je l'ai, le Monde carolingien de 1974, donc j'ai vérifié, hein, effectivement, hein, ce qu'il annonce. Il a sorti un extrait qui est cité par Amélia Uribe, parce qu'il l'a trouvé sur le net. C'est-à-dire qu'il n'a pas non plus acheté le bouquin d'Amélia Uribe, hein. Il l'a décontextualisé, il l'a sorti. Voilà. Même chose pour Jacques Herz. Hein. J'ai aussi des bouquins de Jacques Herz, hein, évidemment. Hein. J'ai été regardé en bibliothèque, etc. Même chose, il sort un extrait parce qu'il est cité par Amélia Uribe, mais il n'a pas lu le livre. Enfin, il n'a pas lu les livres. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que, évidemment, une étude, c'est un truc complet. C'est-à-dire, on ne prend pas un extrait comme ça hors du contexte. Hein. Édouard Perroy, dans son livre sur le monde carolingien, qu'il écrit l'année de sa mort en 1974, il essaie de faire une synthèse de la connaissance à l'époque. Il ne parle pas spécialement de l'impact des Vikings ou des marchés des esclaves. Et il ressort trois passages de ce bouquin-là, ou deux passages de ce bouquin-là, en disant « Oui, il y avait des marchés d'esclaves entre le Rhin et l'Espagne. » Bah oui, très bien, parfait, mais dans ce cas-là, il faut lire les spécialistes de la question. Question humaine, une vraie question humaine. Qu'est-ce que tu as... Là, je te demande à Alexis, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, quand tu commences à lire un papier comme ça, où on te compare à Adolf Hitler, quand même, quoi. La première lecture est très désagréable. Alors, l'accusation est de la manière suivante. Je défendrai Charlemagne, Hitler défendrait Charlemagne, donc je suis nazi. Hein. En gros, c'est ça l'accusation. Bon. Alors, ça s'appelle un petit raccourci. Ça s'appelle un petit raccourci. Alors, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, parce que d'abord, je ne défends pas Charlemagne, ou plus ou moins. Moi, je suis historien, j'essaie d'être le plus objectif possible sur Charlemagne. L'historien ne juge pas. Hein. Il essaie de comprendre les sociétés du passé. Donc, Charlemagne, il règne de 768 à 814. J'étudie la paix de Charlemagne en essayant de comprendre comment ça fonctionne. Mais je ne sais pas savoir si c'est un bon roi, un mauvais roi. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est la société qui m'intéresse. Donc déjà, le raccourci est très fort. La deuxième chose, c'est que l'article en lui-même explique que justement, la question de Charlemagne pour les nazis est très complexe parce qu'il est à la fois à l'origine de l'Empire allemand, voilà, parce que le premier empire, entre guillemets, allemand, c'est Charlemagne, mais il est aussi le massacreur des Saxons. Voilà. Et évidemment, de Germain. Donc, une grande partie des nazis, autour de Hitler notamment, considèrent que Charlemagne est français, ce qui n'a aucun sens à l'époque. Hein. Charlemagne n'est pas plus français qu'allemand, que rien du tout. Hein. Il est carolingien. Frontière là à l'époque. Absolument. Parce qu'il a massacré les Saxons, et eux continuent d'appeler Charlemagne. Donc, Carolus Magnus, la traduction française, Charlemagne. Pour Hitler, la position est un peu plus complexe parce qu'il dit oui, ok, il a massacré les Saxons, c'est pas bien, mais il est créateur de l'Empire. Donc, comme lui veut montrer qu'il est le successeur avec le Troisième Reich des deux Reichs précédents, le premier étant ensuite Charlemagne, le second est ensuite Guillaume II, donc du 1871-1918, et lui faisant le troisième, il veut maintenir cette continuité, montrer qu'il est successeur. Donc, il l'appelle plutôt par le nom allemand, Karl der Groß, hein, c'est la traduction littérale, hein, Charles le Grand, hein, voilà. Mais sa position, elle est plutôt sur l'image impériale que sur le personnage lui-même.
Voilà. Et l'article est très intéressant. L'article dont se sert Oleg Normandie est un article extrêmement intéressant parce qu'effectivement, il pose la question du rapport entre le nazisme et le passé. Voilà. Sur un passé particulier. Mais lui, Oleg Normandie le déforme complètement en faisant croire que Hitler est un amoureux de Charlemagne et que tous ceux qui défendent Charlemagne sont forcément nazis. C'est comme dire que tous ceux qui sont végétariens sont nazis, ça plaira beaucoup parce que Hitler était végétarien, ou tous ceux qui aiment le cinéma américain des années 30 sont nazis, parce qu'il a droit aussi au cinéma américain des années 30. Tous ceux qui font du bateau. Voilà, tous ceux qui font du bateau, voilà, absolument. Bon, voilà. Qui portent des casquettes. Voilà, on est dans le... Je ne parle pas des moustachus, évidemment. N'en parle pas. Je te jure. Du coup, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il te traite. Il dit que tu as une mentalité nazie, alors que moi, aujourd'hui, avec 2 ans de recul, je ne sais pas comment formuler ça, mais c'est vrai que le fait de rechercher une science des anciens, des bâtisseurs inconnus qui étaient uniques, qui étaient à l'origine de toute civilisation, de toute technologie, alors je suis désolé, mais ça balaye toutes les autres civilisations et ça balaye tous les créateurs, des vrais créateurs des pyramides d'Égypte, du Mexique et tout. Et du coup, ça peut être raciste dans le sens large du terme. C'est le sentiment que j'ai aujourd'hui, en fait. C'est que enlever aux Égyptiens les pyramides, c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse, en fait. C'est faire croire, parce qu'on aime une chose. Encore une fois, il n'a pas démontré que j'aimais Charlemagne. Enfin, je veux dire, c'est encore une chose différente, qu'on adhère forcément à la chose. Alors, moi, je ne connais pas les positions politiques de Oleg Normandie au sens du terme. Il ne les exprime pas, donc je ne les connais pas. En revanche, ce que je note, c'est que les études sur lesquelles il se sert ne sont pas des études de gens qui ont tendance effectivement à être pour le multiculturalisme et pour l'ouverture d'esprit. Je disais que pour les Templiers, il se servait de trois ouvrages. Thierry Wirth, alors je l'écarte Thierry Wirth encore une fois parce qu'il n'a fait que plagier Jacques de Mailleux, mais Jacques de Mailleux et Maurice Hervé-Mignard. Alors Jacques de Mailleux, il est d'origine française, il est de nationalité, enfin il est décédé de nationalité argentine. Et pourquoi il était de nationalité argentine? Parce qu'en 1944, il a trouvé que le climat argentin se prêtait mieux à ses rhumatismes que le climat français. Voilà. Bon. En gros, il a fortement collaboré, il a été proche de l'Action française, et c'est quelqu'un qui a mis en avant, durant toute sa vie, des thèses qui sont à la fois fascistes. Il était un soutien de Perón. Juan Perón, c'était le dictateur, président de l'Argentine dans les années 40-50, qui est revenu un peu plus tard. Qui a accueilli quelques SS. Qui a accueilli quelques amis. Et quelques grosses têtes SS. Et quelques grosses têtes SS. Et Jacques de Mailleux a fondé dans les années 70 un institut d'études raciales. Voilà, on est un peu dans un personnage qui est plutôt proche des thèses effectivement du Troisième Reich que Charlemagne, par exemple. Bon. Et l'autre auteur, Maurice Hervé-Mignard, c'est un auteur qui met en avant l'élément helléniste et qui a très très largement poussé les thèses régionalistes d'une Normandie germanique. Donc on est vraiment sur des personnages qui sont très proches d'idées qui avaient cours dans les années 30 en Allemagne. Bon. J'ajoute à ça, pour montrer la fiabilité des deux auteurs dont il se sert, c'est que Maurice Hervé-Mignard et Jacques de Mailleux inventent des sources, tous les deux. Ils sortent des trucs qui sont totalement aberrants, ils inventent des sources, et Maurice Hervé-Mignard, par exemple, fait des dessins qui seraient censés représenter des tombes odiniques qu'il a retrouvées dans les archives notariales. Non, elles n'existent pas, et ça se repère tout de suite, parce que les écrits, la manière dont c'est écrit en gothique, et à l'époque, c'est pas le type de script qui est employé. Bon, donc ça se voit immédiatement que c'est un script. Immédiatement. Voilà. Quant à Jacques de Mailleux, il ressort par exemple une épée soi-disant viking qui aurait été retrouvée par quelqu'un en Argentine. On l'a jamais vue cette épée, on n'a jamais vu l'analyse, personne ne l'a répertoriée. On est très clairement avec une invention de source. Oleg dit il a dit il y a une période que les pyramides égyptiennes étaient vikings. Et là, j'ai vu sur son site, il a fait une vidéo qui a, je sais pas, un millier de vues, où il affirme qu'une pyramide du Mexique est
et il y a des preuves absolues. Alors, c'est assez rigolo parce que il dit ouais, j'ai des preuves absolues, cette pyramide est viking. Et il dit je ne comprends pas que Graham Hancock il l'ait pas vu parce qu'il a fait une émission dessus. Alors, on en revient toujours au fait qu'ils se contredisent tous. Ce qui est très étonnant, c'est que Oleg de Normandie, il va dire je ne comprends pas que Graham Hancock n'en parle pas. Oui, mais le problème, c'est qu'il devrait se poser la question, c'est pourquoi les archéologues qui ont travaillé et fouillé sur cette pyramide, sur une pyramide, donc c'est celle de Xochicalco, si je le dis bien, voilà, disent qu'elle n'est pas viking, parce qu'en fait, son hypothèse, c'est qu'il y a un entrelac à un endroit qui ressemblerait à une rune. Alors, une rune isolée, ça n'a pas beaucoup de signification. Une rune, c'est un alphabet. Donc, ça serait imaginer qu'aujourd'hui, nos voyageurs qui laisseraient des marques quelque part, ils laisseraient une lettre toute seule dans un coin. Voilà. Bon, et qu'on dirait, tiens, il a laissé un A, alors c'est un lettre. D'abord, ce que montre les Normandies sur cette pyramide, c'est pas du tout une rune, mais c'est un système de décor que l'on connaît dans le monde toltèque de l'époque, donc il n'y a rien à voir. Bon. Donc il ne se renseigne, encore une fois, il ne se renseigne pas. Absolument. Il ne cherche pas à savoir, il interprète et il croit. Absolument. Et c'est du cherry picking au sens strict du terme. Je prends un petit élément et je le gonfle immédiatement en faisant une technique dont on élève de Normandie est très fort, mais c'est à peu près habituel chez tous, qui est l'hypercritique et l'hypocritique. Alors, hypercritique, ça veut dire que si quelque chose ne va pas dans leur sens, ils vont focaliser sur cet élément-là, dire « ça ne fonctionne pas », donc toute votre théorie s'écroule. Voilà. Et hypocritique, c'est l'inverse, c'est ils trouvent un élément qui va dans leur sens, donc ils vont dire « ça va dans mon sens, mais je ne critique pas plus, je ne vais pas vérifier ». Voilà. Et c'est un écart qui est très souvent mis en avant. Les historiens, justement, ils doivent éviter l'hypercritique et l'hypocritique. C'est-à-dire que quand ils ont des sources, ils en ont plusieurs, ils doivent les critiquer au même niveau de critique. Voilà. Sinon, il y a un biais immédiat. Sinon, je vais favoriser certaines choses par rapport à d'autres. Donc, et eux ne le font pas. Eux, ils favorisent effectivement ce qui va dans leur sens et détruisent ce qui ne va pas dans leur sens. Moi, j'étais assez épaté que Academia puisse publier ce genre de papier, parce que c'est vraiment insultant, injuriant, enfin c'est vraiment, on peut les mettre tous les mots de la terre. Donc Academia, tu m'as dit que c'était pas du tout un site ils relisent pas. Scientifique, je pense qu'on peut surtout. Alors, Academia est très utile parce qu'on peut publier effectivement des choses. Moi, je publie chez Academia. Bon, la différence, c'est que moi, je me fais relire avant de publier. Voilà, mes relecteurs sont effectivement les membres de l'ALDA, parfois des historiens que je connais, voilà, et ils sont publiés également en parallèle sur le site d'IRNA. Bon, ce sont des articles que j'écris de manière scientifique, c'est-à-dire que j'utilise tous les éléments d'articles scientifiques, à savoir les références, les notes de bas de page, les sources, la citation des sources, etc. Bon, maintenant ces articles-là, effectivement, sur Academia, tout le monde peut publier, donc Academia ne regarde pas les choses. Donc c'est effectivement pas du tout leur objectif. Leur objectif, c'est de laisser la publication. Maintenant, je pense qu'Academia devrait faire un petit peu attention parfois sur certains articles, parce que celui-ci, il est effectivement insultant à mon égard, mais surtout, il est totalement faux en termes de contenu historique. Enfin, on est vraiment dans le faux complètement. Enfin, je veux dire, il faut bien aussi faire la part des choses. Je pense qu'on va en parler un peu après, mais l'important, le fait qu'un article soit publié de cette manière-là et qu'il ne contienne aucun contenu en termes de connaissances et de réfutation des hypothèses et qui ne s'attaque uniquement à la personne, montre qu'en réalité, il n'y a pas d'argument en face. Que Oleg de Normandie, qui a lu en partie mes articles, n'est pas capable de répondre point par point à ce que je dis. Quand Oleg de Normandie explique que les premières cathédrales, elles sont construites en Normandie et que c'est l'Essai, par exemple l'abbaye de l'Essai qui est mise en avant, et que je dis le problème c'est que les données que Oleg de Normandie donne pour cette abbaye, elles sont fausses parce que lui, il prend la version qui a 2 siècles après la construction de celle qu'il donne. Quand il explique, par exemple, qu'il y a une école odinique à Chartres fondée par un certain Fulbert et que ce Fulbert n'est pas chrétien parce qu'il n'a pas été béatifié, même chose, c'est n'importe quoi, parce que Fulbert, il est l'archevêque de Chartres et il est connu dans sa présence à des conciles chrétiens. Donc évidemment, c'est un peu compliqué. De dire que Chartres est indépendant et appartient à la Normandie et que n'a rien à voir avec le royaume de France, alors que ce même Fulbert va participer à des assemblées auprès du roi des Francs,
Voilà, ça pose un certain nombre de problèmes. Et ça, il n'a pas la capacité de répondre à ces arguments-là, donc il remplace la réponse argumentée sur les faits historiques et sur les démonstrations des faits historiques à l'attaque à la personne, hein, ce qui est le dernier degré du débat. Ouais, bon, on va en parler d'ici quelques minutes. Je pense que, moi j'en ai fini avec Oleg personnellement. Le papier d'Oleg est toujours en ligne sur Academia, là, tu sais? J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Voilà, j'ai pas regardé. Évidemment, je vais dans ma conclusion sur Oleg en reparler pour montrer notamment qu'effectivement, ce qui est dit dans cet article est vraiment d'un niveau de compétence et de recherche une faiblesse insigne, hein, encore une fois. La méchanceté, évidemment, je vais en parler, mais en plus de ça, l'argument est complètement faux parce qu'il détourne l'article dont il se sert. Et de nouveau, et c'est pas la première fois, parce que je disais, Jacques Demayeux et Maurice Erwin Guignard inventent des sources, mais Oleg de Normandie invente aussi des sources. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Et il les invente, il reconnaît son invention de manière totale. Enfin, il a créé, enfin, il a rajouté par Paint ou par Photoshop 2 symboles, une Svastika et une autre rune sur un sceau templier. Enfin, c'est un faux grossier. Hein, et il l'a montré devant tout le monde. Donc c'est vraiment un faux. Bon. Et là, dans cet article, effectivement, il a grossièrement déformé une citation. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter autre chose sur tes articles, sur Oleg, avant qu'on passe à la deuxième partie, sur le dialogue en général, enfin sur le non-dialogue en général? Moi, je n'ai pas aucune agressivité vis-à-vis de Normandie, vis-à-vis de qui que ce d'autre. Moi, je m'attaque aux idées qui sont défendues, qui me semblent non seulement fausses, c'est déjà un problème, mais en plus dangereuses, parce qu'elles véhiculent notamment ce que tu dis, hein, des positions racistes, des positions, chez Oleg, on sent des positions qui sont antisémites et anti-islamiques assez fortes, en plus d'être anti-chrétiennes. Bon, voilà, c'est donc évidemment ça que je m'attaque, et pas au passage de Oleg de Normandie, qui a le droit de penser ce qu'il veut, évidemment. Enfin, c'est pas le problème. En revanche, j'ai le droit de répondre à ces arguments historiques par des arguments historiques, et s'il était honnête, il ferait la même chose, il répondrait à mes arguments historiques par des arguments historiques, ce que je ne vois pas. Donc ok, moi j'en ai fini pour la première partie, on se retrouve tout de suite après ça pour la deuxième partie que j'ai intitulée « Comment parler à un aveugle en langue des signes ». Voilà, à tout de suite. Deuxième partie, vous avez le titre, comment parler à un aveugle en langue des signes. C'est un petit peu ce que je ressens moi. Du coup, à chaque fois, j'essaie de correspondre ou de poser des questions à un de mes anciens potes de recherche.
J'ai plusieurs types de réponses. J'ai les non-réponses, c'est-à-dire que tu poses une question et 2 ans après, tu n'as toujours pas la réponse. Pourtant, des réponses simples. Pourquoi les pyramides ne sont pas égyptiennes, par exemple? C'est pour quelqu'un qui affirme qu'ils ne sont pas égyptiennes, normalement, la réponse devrait sortir vite fait. Là, ça fait 2 ans que j'attends. Il y a le noyage de poisson. Alors là, on détourne la question pour parler d'autre chose. Les questions-réponses, ça c'est une grande spécialité. Pourquoi les pyramides ne sont pas égyptiennes? Est-ce que tu as déjà fait du bateau? Voilà, on pose une question, ça n'a aucun sens. Il y a des insultes. On m'a traité de facho il n'y a pas très longtemps. Je trouve ça très agréable. Les menaces d'avocats, j'ai eu des lettres recommandées, j'ai eu des menaces de lettres recommandées, des menaces d'avocats. Les blocages, c'est-à-dire que dès que vous commencez à poser une question un petit peu embarrassante, on vous bloque. Et puis les mensonges, alors là, pareil, grande spécialité des chercheurs alternatifs, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes. Et du coup, en se mentant à eux-mêmes, ils nous mentent aussi. Alors, d'ailleurs, avec Oleg, est-ce que tu as essayé de communiquer en direct Je pense que l'exemple d'Oleg est très bon parce que c'est un très bon départ. Alors, Oleg Normandie, sous ses premières vidéos, où notamment il parlait d'esclavage de vikings envoyés contre des dinars en Espagne, hein, j'ai fait du fact-checking de manière assez simple, en reprenant un certain nombre d'arguments. Par exemple, il disait, oui, il y avait les guerres de Charlemagne contre les Saxons, c'est pour faire des vikings, et il y avait des marchands juifs radanites qui étaient derrière eux. Bon, je lui dis, non, il n'y a aucune source ne montre qu'il y a des marchands juifs radanites. La seule source qui parle des juifs radanites, c'est une source qui a été écrite à Bagdad. Le gars, il ne connaît pas la Saxe carolingienne. Bon, voilà, c'est un truc classique. Deuxième chose, il disait, oui, ils sont payés, on va les vendre en Espagne contre des dinars. Il dit, non, il n'y a plus de dinars en Espagne, on frappe, les dinars c'est la pièce d'or, hein. Il n'y a plus de dinars en Espagne, on paye tout en dirham. Alors là, il y a un autre problème. Bon. Oui, il y a une terrible usine à Verdun tenue par des juifs, c'est là où je parle du caractère antisémite, hein, évidemment, où on castrait comme une véritable usine à castration vers le sud. Sauf qu'il n'y a pas de communauté juive à Verdun avant le XIIIe siècle. Bon, voilà. Donc j'ai répondu comme ça. J'ai au départ pas eu de réponse. J'ai eu un moment une réponse qui était une réponse très agressive en disant en gros mêle-toi tes affaires, voilà. Et puis c'était bloqué. Voilà. Donc avec Oleg Normandie, sur YouTube c'est comme ça. Sur Facebook, il y a un jeu de questions-réponses qui parfois passe. Lui répond très peu. De temps en temps, j'ai ses partisans qui répondent. Alors parfois, là j'ai eu un échange très cordial avec quelqu'un, c'était tout à fait intéressant, et j'ai proposé qu'on se voit pour en parler de manière plus directe. Hein. Donc ça c'est le cas rare. Le plus souvent, c'est l'insulte rapide. Alors effectivement, je suis forcément un féodéo-chrétien, je suis forcément un bourgeois, hein, tu as dit des trucs, donc effectivement, j'ai rien à faire là. Je m'attaque à la vérité parce que je défends le mensonge, enfin des choses comme ça. Voilà, je défends mon gagne-pain. Voilà, des choses qui ont pas de sens. Oui, ça, ouais, ça voilà. Je défends ton gagne-pain. Ouais. Voilà, je défends mon gagne-pain. Alors bon, je défends pas mon gagne-pain. Je veux dire, voilà, j'ai dit déjà plusieurs fois. Hein, moi, pour vivre, je suis guide touristique. Hein, je veux dire, je suis pas payé par l'université. J'ai un contrat. Pour faire une thèse à l'université, mais ce contrat, je suis inscrit à l'université, je ne suis pas payé pour ma thèse. Enfin, et puis tu ne touches pas des royalties sur les vidéos qui sont mises en ligne. Non, moi je ne touche absolument pas d'argent sur les vidéos que je mets en ligne, sur lesquelles je participe. Les articles que je publie de debunking sur Academia ou sur le site d'IRNA, je ne touche pas d'argent. Là, j'ai écrit... sortir en janvier un article pour la FIS, pour l'association justement qui essaie de travailler sur les sciences et les pseudosciences. Bon, c'est un article que j'ai fait à titre gracieux et qui était un article qui était relu. C'est pas du tout la chose. Donc, avec le Normandie, il n'y a pas de dialogue du tout. Et surtout, il y a absolument pas de dialogue sur le factuel. Encore une fois, sur le factuel. Voilà. Et tu l'as pas écrit après tu l'as pas écrit après l'apparition de l'article quand tu as lu l'article. Si, il y a eu un échange assez court dont j'ai gardé trace évidemment sur son site Facebook, hein, mais il n'y a pas de réponse factuelle. Encore une fois, on est sur des choses où je lui explique effectivement que ce qu'il dit dans son article est faux par rapport à l'article qu'il cite. Donc il n'y a pas d'échange. En fait, c'est le cas avec le Normandie, mais c'est le cas avec quasiment tous les autres. Dès qu'on les confronte à la réalité des sources, à la réalité du terrain,
il y a un blocage. Et tu as cité toutes les méthodes habituelles. Hein. Le plus classique, c'est le nage de poisson, effectivement. Alors, on dit, attendez, vous nous dites que les pyramides ne pourraient pas être égyptiennes. Très bien, mais nous, on vous montre les glyphes dans les champs de décharge, les autres marques, les listes royales, etc., etc., etc. Les études, vous dites, mais oui, mais comment on transporte un obélisque de 600 tonnes? Alors, je voudrais demander à la personne qui a émis cette question, où est l'obélisque de 600 tonnes dans les pyramides? Je veux dire, ce dont il fait allusion, c'est les obélisques de Hatshepsut, et ils ne font pas 600 tonnes, ils font 450 tonnes en tout, et on a effectivement un texte qui l'explique. Donc, voilà, gros nage de poisson, il n'y a pas d'obélisque dans les pyramides, enfin, c'est des choses comme ça. Donc, c'est très souvent la chose. Effectivement, la non-réponse, c'est un grand classique, hein. Et effectivement, ensuite, on est sur des attaques personnelles qui n'ont pas de sens. On va dire qui n'ont absolument pas de sens. Ce que, évidemment, enfin, je fais pas. Je vais pas commencer à demander à Monsieur le Normandie pourquoi il porte des jeans jaunes et pas des jeans bleus. Le jaune, ça lui va pas du tout. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout là-dedans. Voilà. Mais c'est effectivement, le dialogue est très difficile. Et à mon sens, après analyse et après avoir travaillé là-dessus, c'est parce qu'on est sur des mondes très parallèles. On en parlait au début de la vidéo. C'est que ces pseudo-historiens et pseudo-archéologues, ils cherchent la vérité, et que la vérité, c'est un monde de croyants, et que les historiens, ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent à comprendre les sociétés du passé. Hein, et donc, on est dans un dialogue entre croyants, au sens religieux du terme, au sens strict du terme, hein, et scientifiques. Voilà. Sauf que, contrairement à ce qu'ils croient, c'est eux les croyants, et c'est nous les scientifiques. Bah oui. Tout à fait. Mais c'est le... Alors je ne sais plus, il y a un terme, hein, on inverse toute la charge. Ouais, ça s'appelle l'inversion accusatoire, hein, c'est un très grand classique. Alors c'est quelque chose qui a été mis qui est très ancien, hein, je veux dire, c'est un grand classique, on retrouve ça en rhétorique chez Cicéron, enfin c'est vraiment, bon voilà. Mais c'était très, très mis à la mode par Jacques Grimaud, Jacques Grimaud étant un peu leur grand-père dans les modes de réponse donnés, hein, voilà. Mais on m'accuse d'un truc, mais c'est faux, et en fait c'est l'accusation qui font l'accusation. L'article de Normandie, clairement, c'est l'inversion accusatoire, hein, c'est m'accuser parce que je défends Charlemagne d'être un turiféraire des nazis, alors que lui s'appuie sur des auteurs comme Jacques de Mailleux ou Jürgen Spanut, qui trouvent que finalement le régime nazi n'était pas si mauvais que ça. Voilà, pour simplifier les choses. Alors attention, moi je tiens à faire la part des choses, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Tout le monde n'a pas des réactions agressives. Alors j'ai vu dernièrement sous une vidéo où il disait, où sa seule réponse était, ce sont que vous êtes tous des fachos. Donc on a quand même prouvé que Google Earth c'est pas fiable, on a prouvé que mesurer en mètres ça n'a aucun sens. Les sources prouvent que les pyramides sont bien égyptiennes, ce sont bien des tombeaux. Alors je sais pas du tout s'il connaît autant en fascisme qu'en égyptologie, putain. Et je pense que si tu étais fasciste et si tu étais payé par un gouvernement fasciste pour éradiquer les chasseurs alternatifs, je pense qu'il y aura d'autres moyens. On fermerait les chaînes YouTube, on fermerait... Bien sûr. Bien sûr. La chose est qu'effectivement, dans la démocratie, personne n'empêche les gens de faire une chaîne YouTube et d'expliquer que la Terre est n'importe quoi. On a tout à fait le droit. Bon. Mais évidemment, le corollaire, c'est qu'on a le droit de réfuter ces hypothèses. Et c'est ce qu'on fait nous. Voilà. Et encore une fois, on réfute les hypothèses. Moi, je ne parle pas des gens. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils sont libres d'émettre les positions qu'ils veulent. Je suis libre de contester ces positions de la manière la plus claire possible. Le fait d'attaquer de manière ad hominem les personnes et de dire « Ah là là, un tel, il n'est pas d'accord avec moi, donc il est fasciste », c'est le degré zéro du dialogue et du débat. Et ça veut dire qu'on n'a pas d'autres arguments. Hein. Il n'y a pas d'autres arguments. Voilà. Ce livre est très connu de Schopenhauer parce qu'il est ressorti... D'abord, il est très facile à trouver, il est assez facile à lire, qui est Comment gagner une discussion. Je paraphrase sans doute un peu le titre. Hein. Et donc, il donne tous les systèmes de biais qu'on a. L'homme de paille, le noyage de poisson, enfin, tous les systèmes que l'on a. Bon. Et il dit, l'argument final, quand vous n'avez plus d'autres arguments, c'est l'attaque personnelle. Voilà. Quand vous n'avez plus d'autres arguments à mettre en place, surtout des arguments de mauvaise foi, hein, Schopenhauer l'explique très bien, eh bien, vous avez l'attaque personnelle. Et c'est des techniques qui, effectivement, n'amènent rien au débat,
et ont tendance à personnaliser la chose, alors qu'encore une fois, on n'est pas sur des questions personnelles, on est sur des questions d'idées générales. Moi, Luc de Normandie, je n'ai rien contre ce monsieur, il fait ce qu'il veut, etc. En revanche, quand il explique qu'il n'y avait pas d'esclaves chez les Mérovingiens et que les Carolingiens ont réintroduit l'esclave pour les vendre aux musulmans d'Espagne, je dis à ce monsieur, mais non, monsieur, vous vous trompez, parce qu'on a des textes de loi entiers chez les Mérovingiens qui expliquent comment on traite les esclaves. Je veux dire, et la société mérovingienne est une société, comme toute société germanique, esclavagiste. Donc, je réfute ces arguments. Mais la personne, elle fait ce qu'elle veut, elle a absolument le droit de faire ce qu'elle veut. Et c'est justement, on peut toujours critiquer les régimes dans lesquels on est. Hein. Churchill disait la démocratie, c'est le pire de tous les systèmes, à l'exception de tous les autres. Bon, donc c'est un peu de boutade, hein, c'est du Churchill. Mais l'avantage de la démocratie, c'est qu'on peut s'exprimer. Voilà, on a absolument le droit aujourd'hui d'ouvrir une chaîne YouTube, et si on n'est pas sur des contenus qui enfreignent la loi, puis on a le droit de dire ce qu'on veut. Voilà. Mais en revanche, ça veut dire qu'on a le droit aussi d'être réfuté par les gens en face de vous qui vous disent que ce que vous dites, ça n'a pas de sens et ça ne repose sur rien. Ouais, puis vraiment les insultes, ça ne fait pas avancer le public, encore une fois. Du tout. Et du coup, je pense qu'ils se rendent compte aussi qu'à un moment, ils sont acculés dans leur connerie. Je suis désolé du terme, mais je pense qu'on en est vraiment là. Ils sont acculés dans leur non-savoir, dans leur esprit non scientifique. Et du coup, la seule chose qu'ils trouvent, c'est de l'agressivité. Et j'étais un peu comme ça. Je dis sincèrement, j'étais un peu comme ça. Il y a une autre méthode pour ceux qui ne sont pas agressifs ou qui le sont indirectement, qui est une forme d'agression, mais qui est plus passive. Hein. C'est la rupture du dialogue total. Hein. Je pense à Julie Couvreur. Si on poste sous ses vidéos YouTube quelque chose qui est en contradiction avec elle coupe, elle ferme automatiquement le lien et bloque la personne. Bon. Ouais. Donc évidemment, sous ces vidéos, on n'a plus que des admirateurs qui disent « Oh, Madame Couvreur, c'est tellement bien ce que vous dites, et puis votre voix est tellement jolie, etc. etc. » Bon. Alors que ce que dit Julie Couvreur, c'est d'une faiblesse insigne, ce n'est que le réemploi de Daniken, c'est 72, 73, de Charroux et autres, hein, bon, voilà. Et donc, elle laisse évidemment aucune place au dialogue, bon, et ne laisse sous elle que des admirateurs. Et bon, Gilles Couvreur, je travaille sur un article sur sa chaîne, hein, de manière globale, hein, parce que bon, il faudrait répondre vidéo par vidéo, tellement chacune des vidéos raconte n'importe quoi et se contredisent, parce que de temps en temps, elle défend des thèses qui sont différentes d'une vidéo à l'autre. Bon, évidemment, c'est un peu problématique, hein, quand même. Hein. Bon, pas pour eux, absolument. Mais simplement pour dire que c'est très bien, elle a lu ou relu la collection Monde Fantastique, je crois que c'est ça, j'ai lu la fameuse collection rouge sortie dans les années 70, mais ça s'arrête là et rien n'est vérifié, jamais. J'ouvre une parenthèse pour vous donner un petit aperçu de l'archéologie sous un régime totalitaire, à l'occurrence le régime nazi. L'Annenerbe, Société pour la recherche et l'enseignement sur l'héritage ancestral. L'Annenerbe avait comme outil de recherche l'archéologie, l'anthropologie raciale et l'histoire culturelle de la race aryenne. Son but était de prouver la validité des théories nazies sur la supériorité raciale des Aryens sur les races supposées inférieures. Prouver que la civilisation germanique remonte à la préhistoire. L'Annenerbe a été très active. Elle a pillé des bibliothèques, des musées, des réserves agricoles pour trouver des graines adaptées au froid, par exemple. Elle est aussi responsable d'expériences sur les humains d'une horreur inouïe. Cette société a été créée en 1935 et incorporée à la SS en 1939. À la tête de ce projet, il y avait Heinrich Himmler, qui n'était pas encore chef des SS, Richard Darré, un agronome et colonel SS, et Hermann Wirtz, un archéologue spécialiste de la préhistoire et pseudo-scientifique de la première heure. Il faisait partie du mouvement Völkisch. Le mouvement Völkisch est un courant intellectuel et politique qui a pour projet de donner à l'ensemble des Allemands une religion païenne, en général le paganisme germanique. Au sein de l'Annenerbe et des autres associations scientifiques, entre guillemets, il y avait une vraie concurrence, de vrais conflits. Il y avait déjà là, à l'époque, plusieurs vérités. Heinrich Himmler avait tendance à mélanger mythe et réalité.
Il pensait que Thor et Odin étaient les premiers Germains. Il pensait aussi que le marteau de Thor fût été une vraie arme. Il a même envisagé de s'en inspirer pour fabriquer une arme redoutable, le canon à foudre. Il était un défenseur des mythes raciaux et des idées ésotériques. L'âne nerveux était chargé, en autre chose, de fouiller dans un premier temps le sol allemand, puis celui des pays occupés, pour retrouver des céramiques décorées de svastikas. Svastika, c'est un symbole qu'on retrouve un peu partout en Orient comme en Occident, qui est à l'origine très positif. C'est ce symbole qui a inspiré Adolf Hitler pour la création du drapeau nazi, drapeau flottant par millions dans toute l'Allemagne et pays occupés. Quand l'âne nerveux trouvait des svastikas, il en concluait sans détour que oui, la race aryenne est bien là depuis toujours, tout en écartant toute pièce archéologique qui aurait pu contredire leur vérité. Et quand le matériel archéologique allant dans leur sens venait à manquer, ils le fabriquaient. Ensuite, il leur suffisait de diffuser leur compte rendu de fouilles au moyen de conférences, d'expositions, aussi au moyen de la radio, des journaux et même du cinéma. Ils ont aussi édité des livres scolaires, des livres scientifiques et de vulgarisation. De vraies campagnes de fouilles pour une vraie campagne de propagande. C'était bien là le seul but, la propagande. On a là en plus une belle pensée circulaire. On s'inspire de ce symbole pour en faire l'emblème du régime nazi. Ensuite, on dit au peuple, si on en retrouve partout, c'est bien une preuve que la race aryenne est à la base de tout. C'est comme mesurer en mètres des pyramides pour prouver que le maître existe. Un exemple de ces conclusions de pseudosciences, celui de l'historien Franz Altem, qui, après une campagne de fouilles qui commença en 1937 en Italie, campagne durant laquelle il avait trouvé des inscriptions et des runes. Il les compara avec celles découvertes dans le sud de la Suède. Ses conclusions le menèrent à affirmer dans ses publications que les populations italiennes sont d'origine indo-germanique, sans tenir compte de tout ce qui prouve le contraire. L'âne nerveux a fait des expéditions archéologiques en France, en Italie, en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, en Ukraine, en Islande, en Afghanistan et au Tibet. Elle n'a trouvé aucune trace d'une civilisation inconnue, ni aucune trace de surhomme germain à la préhistoire, aux grandes dames d'Adolf Hitler. Voilà, c'était un petit aperçu de la science sous un régime totalitaire, mensonge et propagande. Moi qui ai lu pas mal ces 2 dernières années et qui échange un peu avec des historiens, je peux vous dire que l'archéologie aujourd'hui est à l'opposé de la science nazie qui a donné lieu, je vous le rappelle, aux pires horreurs. Et nous comparer à ces gens est injuste et insultant. J'ose donc moi aussi une comparaison. Comparons les méthodes des chercheurs alternatifs et celles de l'âne nerveux en archéologie. D'un côté, nous avons des gens qui cherchent des traces d'une civilisation oubliée, qui possédait une technologie, un savoir très avancé. Qui cherchent, oui, mais tout en ignorant les sources ou en les déformant si elles ne vont pas dans leur sens, les créant même si besoin. Personnes qui ne se remettent jamais en question, se pensant surpuissants. Personnes qui se contredisent, mais qui ont toute la vérité. Qui enlèvent à des millions de personnes leur histoire, leur culture, leur mémoire. Personnes qui confondent croyances et science. Et qui diffusent de fausses informations pour abuser des plus crédules. Et de l'autre côté, nous avons des gens qui cherchent des traces d'une civilisation oubliée, qui possédait une technologie et un savoir très avancé, qui cherchent, tout en ignorant des sources, ou en les déformant, si elles ne vont pas dans leur sens, les créant même si besoin. Personnes qui ne se remettent jamais en question, se pensant surpuissants. Personnes qui se contredisent, mais qui ont toute la vérité. Qui enlèvent à des millions de personnes leur histoire, leur culture, leur mémoire. Personnes qui confondent croyances et science. Et qui diffusent de fausses informations pour abuser des plus crédules. À bon entendeur, je ferme la parenthèse.
On a effectivement, alors c'est un institut de recherche qui effectivement est autour de Himmler, de Darré. Darré, effectivement, c'est un agronome, il était ministre de la Culture, mais il s'occupe beaucoup de la question des origines. Hein. Pour lui, c'est extrêmement important. Hein. Et de Wirth, qui est effectivement un archéologue. L'idée sous-jacente, c'est de démontrer scientifiquement, je mets des guillemets évidemment, que les théories raciales mises en avant par le nazisme, elles sont fondées historiquement. C'est ça l'objectif premier. Hein. Donc de montrer que toutes les grandes civilisations, elles sont en fait indo-ariennes, c'est un terme qu'on emploie. Hein. Indo-européenne nordique, je crois que voilà, c'est le terme. J'utilise le terme d'indo-arienne justement parce que l'indo-européen, c'est un terme qui existe, hein, voilà, et qu'elles viennent du Nord, hein, et que en gros, l'hypothèse, je la simplifie parce qu'il n'y en a pas qu'une des hypothèses, hein, il y a plusieurs hypothèses différentes, c'est que plus ces groupes descendent vers le sud, plus ils se mélangent avec des groupes méditerranéens, dont, excusez-moi du terme, mais dont enjuivé, hein, c'est le terme qui est employé, hein, et qu'évidemment, ce métissage est quelque chose qui va appauvrir la race. Hein. Donc c'est ça l'hypothèse. Et donc on va chercher ses origines, c'est ça l'élément. Alors, première parenthèse, l'idée de l'appauvrissement de la race par métissage, hein, c'est une idée que défend Jacques de Mailleux, hein, une des études dont se sert Oleg de Normandie. Je dis ça, et c'est pour positionner... Ah oui, c'est important de le dire. Voilà, absolument. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le problème de la NRBE, c'est que en se donnant des moyens assez considérables, alors c'est pas la seule société de recherche, hein, il y en a plusieurs, c'est là où c'est assez intéressant parce qu'il y a des concurrences entre sociétés, mais elle s'est donné beaucoup de moyens et effectivement, elle a effectué, notamment sur certains sites scandinaves vikings, des fouilles de très bonne qualité. C'est là où il faut enlever la fouille elle-même, c'est-à-dire la qualité de la fouille, et puis évidemment les conclusions de la fouille qui sont différentes à l'analyse. Hein. Mais effectivement, et c'est là le problème principal, c'est qu'ils partent d'un paradigme qu'ils ne remettent jamais en cause, ce qui évidemment ne se fait jamais en histoire. En histoire, on part d'un paradigme, mais on le remet en cause hein, à la base, hein, qui est que il faut trouver, il existe des traces de cette civilisation avancée très ancienne, et on va les trouver. C'est de la pseudo-histoire. La NRBE, c'est de la pseudo-histoire. Et la pseudo-histoire, on la qualifie par trois éléments. C'est pas moi qui les qualifie, hein, c'est une étude sur une réunion qui a été faite en 2017 autour de cette question de la pseudo-histoire dans les régimes de post-vérité, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux, avec la remise en cause des experts, hein, c'est trois choses. C'est la remise en cause de l'historicité, c'est-à-dire que la pseudo-histoire se moque de l'historicité. Est-ce que l'événement est vrai ou pas ? On s'en fout, c'est pas le problème. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'elle joue sur les émotions. Et là, on joue sur l'émotion de l'appartenance à la race, etc., etc. Et la troisième chose, elle a un agenda politique, au sens large du terme. Hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément tous les agendas des pseudo-historiens n'est pas de mettre en place un régime totalitaire. Mais en gros, dénuer, par exemple, prenons l'exemple de Graham Hancock et de Patrice Pouillard, hein, dire qu'il y a une civilisation avancée qui existait et qui a disparu à la suite d'un cataclysme, c'est un agenda politique en ce sens que c'est dénuer aux civilisations suivantes, égyptiennes, comme tu le disais tout à l'heure, mésopotamiennes ou ankoriennes, d'avoir une existence réelle. Voilà. C'est un agenda politique. Voilà. Alors, c'est pas forcément quelque chose de raciste, etc. C'est pas ça que je veux dire, hein, mais c'est une posture politique. Bon, voilà. C'est ça qui est mis en avant. Et effectivement, du coup, ça défend des idées, pas les personnes, encore une fois. Ça, hein, je précise, parce que on me dit, ah oui, mais vous dites que les idées de Graham Hancock sont racistes, donc Graham Hancock est raciste. C'est pas ce que je dis. Moi, Graham Hancock, j'en sais rien. Je ne connais pas le personnage, je ne connais pas ses positions là-dessus. En revanche, les idées qu'il défend, effectivement, elles sont racistes en ce sens qu'elles enlèvent aux Égyptiens, aux Mésopotamiens, aux groupes qui sont en Turquie ou en Amérique du Nord, leur propre histoire. Ouais. À la fin, enfin, au début, j'en ai parlé tout à l'heure, sur l'article de Legge notamment, la première lecture a été très désagréable. Bon, au bout d'un moment, une fois qu'on a rationalisé et posé les choses, on se dit qu'en fait, moi, ça me conforte dans ma position. Parce que ça veut dire que ces gens n'ont aucun moyen de répondre factuellement aux choses, et moi je serais ravi d'avoir un dialogue avec eux, et qui montrent que je me suis trompé, parce que peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis trompé, hein, moi je suis tout à fait prêt, mais dans ce cas-là, il faut montrer des sources et des éléments, et d'être insulté de cette manière-là, bon, alors évidemment, sans y répondre, moi je ne vais pas répondre par les mêmes arguments, ça n'a aucun sens, hein, ça conforte en fait le fait que, eh bien, ce que eux disent ne repose sur rien, et la manière dont nous, on arrive à montrer que ce qu'ils disent n'a pas de sens, est fonctionnelle, non seulement, et solide. Ouvrez les livres. Je veux dire,
C'est un reproche. Hier, Lalda a été invité à une conférence d'Infox sur scène, hein, qui est tenue par l'Université Paris 6, hein, et nous présentions effectivement la question de l'Infox en histoire et en archéologie. Bon. Et une des questions qui nous a été posée a été justement sur la manière dont on peut apporter des réponses à ces informations, et notamment par le prisme de Wikipédia. Et on disait, est-ce que par exemple, vous pensez qu'à terme, Wikipédia va devenir un outil de recherche, alors de recherche non, mais en tout cas une encyclopédie suffisamment solide et fiable. Bon, ma réponse était très immédiate, j'ai répondu non. Non, ça l'est pas. Alors, Wikipédia a plein d'avantages, hein, et c'est pas ça que je veux dire, et s'améliore de jour en jour, mais le contrôle sur l'écriture et le contrôle des auteurs est pas suffisant pour que ça soit un outil, effectivement, une encyclopédie fiable. Bon, mais j'ai rajouté en disant, mais il y a plein d'outils, Alors, si vous voulez passer par des émissions, il y a plein de chaînes de télévision qui sortent des choses tout à fait intéressantes, mais surtout, il y a plein de livres qui sont publiés par des spécialistes de la question et qui sont des livres faciles à lire. Moi, je ne parle pas d'une thèse, et je dis très souvent aux gens, écoutez, moi je vous donne la source, vous allez en bibliothèque, vous trouvez une bibliothèque à côté, vous regardez le bouquin, et après vous m'en parlez, et on compare. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou pas d'accord avec la source, bah, très bien, on en parle. Voilà. Sur l'Égypte, par exemple, il y a récemment 2 ouvrages qui sont sortis, un qui est plutôt un manuel et l'autre qui est un ouvrage ouvert. Regardez les livres, quoi. Ouvrez-les. Puis après, on peut discuter, on peut conseiller. C'est le seul moyen. Franchement, c'est le seul moyen. Puis moi, j'ai vu direct. Hein. Dès que j'ai commencé à lire des choses sérieuses, je me suis dit, oh putain, ah oui, effectivement. Je pense que c'est vraiment hyper important. T'as quand même, pour finir, t'as eu des relations par écrit ou par vidéo avec des pseudo-chercheurs, enfin des relations humaines, je veux dire, arriver à parler relativement bien sans... Non, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Le problème, c'est que on a l'impression de les heurter alors qu'on essaie de dialoguer. Il faut savoir que, dans un autre sens, ces pseudo-chercheurs, ils nous obligent, nous, à reformuler des choses qui nous paraissent évidentes. C'est-à-dire que, par exemple, les pyramides sont égyptiennes. Pour nous, c'est évident, et c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question en tant que tel. Je veux dire, c'est un paradigme qui est posé. Bon, mais le fait qu'ils disent, ah oui, non, mais vous dites que les pyramides sont égyptiennes, elles ne le sont en réalité pas, ça nous oblige à dire, mais pourquoi je sais que les pyramides sont égyptiennes? Et donc à nous replonger dans les sources en disant, ah oui, effectivement, alors j'ai ça, j'ai les stratigraphies qui sont là, il y a ce texte qui dit ça, il y a ça qui dit ça, alors Hérodote il dit ça, mais comment je le remets en place? Donc ça nous enfin, en tout cas moi, ça m'oblige à avoir une démarche intellectuelle de chercheur qui est de remettre en cause les sources. Maintenant, le problème, c'est que cette démarche, elle est dans un seul sens, j'ai l'impression qu'elle est que chez moi, et que la plupart des pseudo-historiens, ils disent les mêmes choses depuis toujours. Enfin, je réécoutais récemment des interviews de Patrice Pouillard, il n'a pas changé d'un iota sur des positions qui sont fausses. Et je ne sais pas si tu es ouvert à accueillir, même sur ma petite chaîne, sur une autre, Oleg ou... Ah non, moi je suis tout à fait ouvert. Alors, le problème, et je pense que ça revient à ce qu'on disait sur le dialogue, c'est qu'il y a une dissymétrie totale entre des gens qui pensent qu'ils détiennent la vérité, mais qui ne vont pas la vérifier, et donc qui ne vont pas lire ni les sources, ni les ouvrages complets. Hein. Je reprends l'exemple d'Oleg de Normandie, qui cite Maurice Lombard sans l'avoir lu, parce qu'il y a un extrait de Maurice Lombard, alors que Maurice Lombard ne parle absolument pas de la question de l'esclavage. Enfin, c'est pas son propos principal, quoi. Il parle du marché des esclaves en Méditerranée parce que ça alimente des villes comme Alexandrie, etc. Mais voilà, c'est pas son propos. Mais c'est pas grave, il le cite, il l'a pas lu. Donc c'est difficile de discuter avec quelqu'un qui affirme un truc sous protection, si je puis dire, d'un auteur qu'il n'a pas lu. Ça paraît compliqué. Du coup, que faire? Pour finir, ma dernière question, c'est que faire? Est-ce que continuer à inviter les gens, continuer à vouloir bavarder avec les gens? Alors, accueillir les gens et dialoguer avec eux, encore une fois, moi je suis tout à fait prêt. Hein. J'ai débattu avec Félix Krasniqi, j'ai débattu avec Quentin Leplat, donc tout à fait prêt à accueillir ou à dialoguer par article interposé, etc. Mais
il faut que les moyens du dialogue soient parallèles. C'est ça. C'est-à-dire que, encore une fois, si je demande une biographie, c'est pas pour ficher les gens, c'est pour savoir sur quoi on s'appuie pour que le dialogue soit possible, pour que le dialogue soit ouvrable. Et c'est tout. C'est ça l'objectif. Donc, moi, je suis parfaitement ouvert au dialogue et je suis parfaitement ouvert à remettre en cause les positions que je connais, que j'établis par les sources. Encore une fois, si on apporte des sources. Je veux dire, la question est toujours la même. Moi, si on me dit juste, c'est pas possible parce que transporter un bloc de 600 tonnes à contre-courant, alors que c'est dans le sens du courant, à l'époque, c'est pas possible, alors qu'il n'y a pas de bloc de 600 tonnes qui sont transportés, et sans connaître la fabrication navale égyptienne, je pense que le dialogue est quand même très compliqué à établir. Mais moi, je suis prêt au dialogue, et de toute façon, tu disais que faire, eh bien, continuer à écrire des articles, continuer à faire avancer à la fois la recherche, la mienne sur mes sujets et l'autre, et effectivement continuer, si c'est nécessaire, à montrer que les pseudo-archéologues, eh bien, ils inventent n'importe quoi, et ils inventent n'importe quoi à leur profit personnel, qui soit égotique ou autre, autre pouvant être financier. Voilà, c'est prendre les gens pour des imbéciles, d'une part, et c'est créer un espèce de fausse histoire qui réfute effectivement l'histoire égyptienne, l'histoire mésopotamienne et autres. Ouais, puis je pense que c'est important pour finir j'ai dit souvent, moi, le jour où on me prouve véritablement que j'ai tort, je le dirai, j'ai eu tort. J'aurais pas dû quitter la recherche alternative. En fait, la science des anciens existe. Pour l'instant, tous les éléments qu'on m'amène, enfin tous les contre-aliments, c'est-à-dire les insultes, les injures, les non-sens, les machins, les bidules, me confortent dans ma façon de penser. Parce que quand je discute avec toi, il y a du sens. C'est pas sujet, c'est juste le sujet, c'est ouvrez les yeux, ouvrez votre cerveau, et puis arrêtez de nous insulter, ça sert à rien en fait. Ça sera conclusion, arrêtez de nous insulter, ça sert à rien, ça sert à rien. Nous on le fait pas, il n'y a pas de raison. Ça vous dessert en fait, ça vous dessert tout à fait. Ça vous décrédibilise, et ça montre que vos arguments ils sont totalement à côté parce que vous êtes obligé d'attaquer la personne et d'attaquer les arguments. Voilà. Donc ça sera mon mot de la fin pour cette vidéo, cette longue vidéo du matin. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup avec toi au contact d'historien en général. Bon, voilà, j'en ai fini. Alexis, je te remercie encore une fois énormément. Écoute, c'est moi qui te remercie, William. C'est toujours un grand plaisir. Et puis c'est comme ça qu'on essaie aussi de faire avancer le dialogue et de montrer comment la science fonctionne et faire interroger les gens. Tout à fait. Donc prochainement, je ferai une petite vidéo sur les colonnes transportées par Georges Goyon dans les années 30-40 de Tanis jusqu'au Louvre. Et je demanderai à Alexis si tu veux bien de me faire une courte vidéo sur les transports en Égypte à l'époque. Avec grand plaisir, d'autant que il y a des très bons travaux qui ont été faits, notamment par Monsieur Goyon, qui a travaillé là-dessus. Tout à fait. Et il y a tout un travail qui a été fait récemment, qui a été publié dans des revues allemandes, alors c'est en allemand et en français, sur justement des hypothèses alternatives que certains alternatives prennent, notamment le fait que les blocs auraient dû être portés de manière immergée, alors qu'en fait c'est pas le cas. Et donc la réfutation de cette hypothèse, certains qui ont émis cette hypothèse sauront qu'elle n'est pas de mais qu'elle est déjà plus ancienne. Ce gars Georges Goyon a travaillé des blocs, il l'a fait avec des petites barques de pêcheurs, vraiment à l'arrache, et il a réussi très très bien. Ouais. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Absolument, avec grand plaisir. Bon, salut à tous et puis à bientôt. À bientôt. Merci Alexis, ciao. Ciao.